Sigmund Freud, hypnose, 1891. Ce serait une erreur de croire qu'il est très facile d'exercer l'hypnose à des fins thérapeutiques. La technique hypnotique est bien plutôt un acte médical aussi difficile à réaliser que n'importe quel autre. Le médecin qui veut hypnotiser devrait l'avoir appris d'un maître dans cet art et, même dans ce cas, une grande pratique personnelle lui sera nécessaire afin d'obtenir des résultats en dehors de cas tout à fait isolés. Puis, en tant qu'hypnotiseur expérimenté, il se mettra à l'œuvre avec ce sérieux et cette détermination que procure la conscience d'entreprendre quelque chose d'utile, voire de nécessaire dans certaines circonstances. Le souvenir de tant de guérisons obtenues grâce à l'hypnose donnera à son attitude à l'égard du malade une assurance qui ne manquera pas de susciter également chez ce dernier l'attente d'un nouveau succès thérapeutique. Celui qui aborde l'hypnotisation à demi convaincu, qui se sent peut-être ridicule et qui trahit par sa mine, sa voix et ses gestes, qui n'attend rien de l'expérience, n'aura pas lieu de s'étonner de son insuccès et ferait mieux d'abandonner cette méthode de traitement à d'autres médecins capables de l'exercer sans se sentir atteints dans leur dignité médicale parce qu'ils se seront convaincus par l'expérience et par des lectures de la réalité et de l'importance de l'influence hypnotique. On se donnera pour règle de n'imposer le traitement hypnotique à aucun malade. Un préjugé répandu dans le public qui a même l'appui que les médecins éminents, mais ignorants en la matière, veut que l'hypnose soit une intervention dangereuse. Si on voulait imposer l'hypnose à une personne qui ajoute foi à ses dires, il est probable qu'on serait gêné, au bout de quelques minutes à peine, par des incidents fâcheux procédant de l'anxiété du malade et de son pénible sentiment d'être subjugué, mais qu'on ne manquerait certes pas de considérer comme des conséquences de l'hypnose. Aussi, lorsque s'élève une violente résistance à la mise en pratique de l'hypnose, on renoncera à cette méthode et on attendra jusqu'à ce que le malade, sous l'influence d'autres informations, se soit familiarisé avec l'idée d'être hypnotisé. Par contre, il n'est nullement préjudiciable qu'un malade déclare ne pas craindre l'hypnose, mais affirme ne pas y croire ou bien douter qu'elle puisse lui être utile. On lui dit alors: je n'exige pas de vous la foi, mais uniquement votre attention et un rien de bonne volonté pour commencer. Et dans cette disposition indifférente du malade, on trouve le plus souvent un excellent soutien. D'autre part, il convient de souligner qu'il y a des personnes que leur empressement et leur désir d'être hypnotisés empêchent précisément de tomber en hypnose. Ceci ne concorde absolument pas avec l'opinion courante selon laquelle l'hypnose suppose la foi. Et pourtant, il n'en va pas autrement. On peut en règle générale partir de l'hypothèse que tous les hommes sont hypnotisables, à cette réserve près que chaque médecin pris individuellement sera incapable d'hypnotiser un certain nombre de personnes dans les conditions de ses expériences, sans que souvent il puisse pour autant donner les raisons de l'échec. Parfois, tel procédé permet d'obtenir facilement ce qui semblait impossible avec tel autre, et ceci vaut pour des médecins différents. On ne sait jamais par avance si un malade sera hypnotisable ou non. Et en fait, de savoir que d'essayer. On n'a pas réussi jusqu'ici à établir une corrélation entre la réceptivité à l'hypnose et quelque autre propriété de l'individu. Il est néanmoins exact que des malades psychiques dégénérés ne sont la plupart du temps pas hypnotisables et que les neurasthéniques ne le sont que très difficilement. Il est inexact que les hystériques ne se prêtent pas à l'hypnose
Bien plus, c'est précisément chez ces derniers que l'hypnose apparaît à la suite d'interventions purement physiologiques avec tous les signes d'un état corporel particulier. Il est important de se forger un jugement préalable sur l'individualité psychique d'un malade que l'on veut soumettre à l'hypnose, mais à ce sujet, il est impossible, justement, d'établir des règles générales. Il est clair cependant qu'on n'a pas avantage à commencer un traitement médical avec l'hypnose et qu'il vaut mieux gagner d'abord la confiance du malade et laisser s'émousser sa méfiance et sa critique. Quiconque jouit d'un grand renom en tant que médecin et hypnotiseur peut toutefois se passer de cette préparation. Contre quelle maladie doit-on utiliser l'hypnose? Les indications sont ici plus difficiles à poser que dans le cas d'autres méthodes de traitement, dans la mesure où la réaction individuelle joue dans la thérapie hypnotique un rôle presque aussi grand que la nature de la maladie à combattre. En général, on évitera de traiter par l'hypnose des symptômes à fondement organique et on utilisera cette méthode uniquement contre des troubles purement fonctionnels, nerveux, des maux d'origine psychique, des accoutumance toxiques ou autres. On se convaincra cependant que bien des symptômes de maladies organiques sont sensibles à l'hypnose et que l'altération organique peut subsister sans le trouble fonctionnel qui en résulte. Avec la répugnance qui règne actuellement à l'égard du traitement hypnotique, on n'a plus guère l'occasion de pratiquer l'hypnose, si ce n'est après l'échec de toutes les autres tentatives de traitement. Ceci a son bon côté, car on apprend ainsi quel est le rayon d'action spécifique de l'hypnose. Naturellement, on peut aussi hypnotiser à des fins de diagnostic différentiel. Par exemple, lorsqu'on est dans le doute quant à savoir si certains symptômes appartiennent à l'hystérie ou à une maladie nerveuse organique, mais cette vérification n'a quelque valeur qu'en cas de résultats favorables. Une fois qu'on a appris à connaître son malade et établi le diagnostic, se pose la question de savoir s'il faut entreprendre l'hypnose entre quatre cieux ou faire appel à une personne de confiance. Cette précaution serait souhaitable tant pour protéger les malades contre un abus de l'hypnose que pour préserver le médecin de l'accusation d'un tel abus. Et les deux cas se sont produits. Mais cette mesure ne peut être appliquée de façon générale. La présence d'une amie, du mari, etc. perturbe souvent considérablement la malade et restreint de façon décisive l'influence du médecin. De plus, le contenu de la suggestion à communiquer sous hypnose ne se prête pas toujours à être transmis à d'autres personnes proches de la malade. Le recours à un second médecin n'aurait pas cet inconvénient, mais il complique tant la conduite du traitement qu'il devient, dans la majorité des cas, impossible. Comme il importe avant tout au médecin de faire œuvre utile grâce à l'hypnose, il renoncera dans la majorité des cas à s'associer à une tierce personne et il rangera les dangers évoqués plus haut parmi ceux qui tiennent à l'exercice de la profession médicale. La malade, cependant, se protégera en ne laissant aucun médecin l'hypnotiser qui ne lui paraîtra pas digne de la plus totale confiance. Par contre, il est d'un grand intérêt que la malade à hypnotiser voit d'autres personnes sous hypnose, qu'elle apprenne par la voie de l'imitation comment elle aura à se comporter et qu'elle sache par les autres en quoi consistent les sensations de l'état hypnotique. À la clinique de Bernheim, à la consultation de Liebo à Nancy, où tout médecin peut s'enquérir des effets dont est capable l'influence hypnotique, on ne pratique jamais l'hypnose entre quatre yeux. Chaque malade qui vient pour une première hypnose va
pendant quelque temps comment des patients plus anciens s'endorment, comment ils obéissent pendant l'hypnose et comment ils, ils conviennent après l'éveil de la disparition de leurs symptômes morbides. Il est amené par là à un état de disponibilité psychique qui le fait tomber lui aussi en hypnose profonde, aussitôt que vient son tour. L'inconvénient de ce procédé réside en ceci que les mots de chacun sont commentés devant une grande masse de gens, ce qui ne conviendra pas à des malades de meilleures conditions. Toujours est-il qu'un médecin qui veut guérir par l'hypnose devrait ne pas renoncer à cette puissante influence d'appoint et laisser autant que possible la personne qu'il doit hypnotiser assister au préalable à une ou plusieurs expériences hypnotiques réussies. Si l'on ne peut pas escompter que le malade s'hypnotise lui-même par imitation dès qu'on lui en donne le signal, on a le choix entre différents procédés pour l'induire en hypnose, lesquels ont tous en commun d'évoquer par certaines sensations corporelles le phénomène de l'endormissement. Le mieux est de procéder ainsi. On assit le malade sur un siège confortable. On le prie d'être bien attentif et de ne plus parler dès cet instant, car cela l'empêcherait de s'endormir. Les vêtements éventuellement gênants sont enlevés. Les personnes présentes sont reléguées dans un endroit de la pièce où elles ne peuvent être vues du malade. On fait l'obscurité dans la pièce. On veille au calme. Après ces préparatifs, on s'assit face au malade et on l'invite à fixer 2 doigts de la main droite du médecin et, ce faisant, d'être bien attentif aux sensations qui vont se développer. Après un très bref délai, de l'ordre d'une minute environ, on commence à suggérer au malade les sensations de l'endormissement. Par exemple, je vois bien, chez vous cela qui va vite, votre visage a déjà pris une expression figée, votre respiration est devenue plus profonde, vous êtes devenu tout à fait calme, vos paupières sont lourdes, vous clignez des yeux, vous ne voyez plus distinctement, vous serez bientôt obligé de déglutir. Ensuite, vos yeux se fermeront et voilà que vous dormez. Avec ces mots et d'autres semblables, nous sommes déjà en pleine suggestion. Ainsi que l'on nomme les paroles persuasives durant l'hypnose, mais on ne suggère que des sensations et des processus moteurs qui se produisent spontanément pendant l'endormissement hypnotique. On peut s'en convaincre lorsqu'on est en présence d'une personne que la seule fixation est susceptible de plonger en hypnose, méthode de Braid, et chez qui, par conséquent, la fatigue oculaire due au fait de concentrer l'attention et de la détourner d'autres impressions entraîne l'état analogue au sommeil. Son visage adopte d'abord une expression figée, la respiration devient plus profonde, les yeux deviennent humides, clignent plusieurs fois. Il se produit un ou plusieurs mouvements de déglutition et, pour finir, les globes oculaires se révulsent, les paupières s'affaissent, l'hypnose est là. Le nombre de ces personnes est très important. Lorsqu'on s'aperçoit qu'on se trouve face à l'une d'entre elles, il est bon de se taire ou de ne recourir qu'occasionnellement à une suggestion. On ne ferait, sinon, que troubler la personne, s'hypnotisant elle-même et éveiller son opposition dans le cas où l'ordre des suggestions ne correspondrait pas au déroulement effectif de ces sensations. Toutefois, il est en général avantageux de ne pas attendre le développement spontané de l'hypnose, mais au contraire de le favoriser par des suggestions. Seulement, celles-ci doivent être communiquées avec énergie et dans un ordre rapide de succession. Le patient ne doit pour ainsi dire pas pouvoir reprendre ses esprits, ni avoir le temps de vérifier si ce qu'on lui avance est bien exact. Il ne faut pas plus de 2 à 4 minutes pour que les yeux se ferment. Si ces derniers ne se sont pas clos
porte eux-mêmes. On les ferme d'une pression sans manifester d'étonnement ou de dépit devant l'absence de fermeture spontanée. Si maintenant ils restent clos, on a d'ordinaire atteint un certain degré d'influence hypnotique. C'est là le moment décisif pour tous ceux de deux possibilités. L'une vient en effet de se réaliser, soit le patient a été réellement induit en hypnose par la fixation et par l'audition des suggestions, et il se comporte alors paisiblement après la fermeture des yeux. On peut encore vérifier la catalepsie. On lui fait la suggestion requise par son mal, on le réveille le moment venu. Après le réveil, tantôt il est amnésique, ce qui veut dire qu'il a été somnambule durant l'hypnose. Tantôt il a gardé toute sa mémoire et nous renseigne sur ses sensations pendant l'hypnose. Il n'est pas rare qu'un sourire se dessine sur son visage après qu'on lui ait fermé les yeux. Cela ne devrait pas irriter les médecins. En règle générale, cela signifie seulement que l'hypnotisé est encore en mesure de juger lui-même de son état et qu'il le trouve étrange, comique, soit au contraire, aucune influence n'a pu être exercée, ou seulement à un très faible degré, tandis que le médecin s'est comporté comme s'il était en présence d'une hypnose réussie. Représentons-nous alors l'état psychique du patient. Au début des préparatifs, il avait promis de rester calme, de ne plus parler, de ne manifester aucun signe d'assentiment ou de réprobation. Il remarque maintenant que sur la base de ce consentement, on le persuade qu'il est hypnotisé. Il s'en irrite, se sent mal à l'aise de ne pas être en droit de l'exprimer, craint sans doute aussi que le médecin ne communique trop rapidement la suggestion en le croyant hypnotisé avant qu'il ne le soit. Et l'expérience montre dès lors qu'il ne respecte pas le pacte conclu avec lui lorsqu'il n'est pas véritablement hypnotisé. Il ouvre les yeux et dit, le plus souvent avec indignation, « Mais je ne dors pas du tout. » Un débutant considérait ici que l'hypnose a échoué. Le praticien expérimenté, lui, ne perd pas contenance. Il rétorque sans la moindre irritation, tout en lui fermant les yeux à nouveau. « Restez calme. Vous avez promis de ne rien dire, mais je sais bien que vous ne dormez pas. Ce n'est même pas nécessaire. À quoi rimerait-il que je me contente de vous endormir? Vous ne me comprendriez pas lorsque je vous parle. Vous ne dormez pas, mais vous êtes hypnotisé. Vous êtes sous mon influence. Ce que je vous dis maintenant vous fera une impression particulière et vous sera bénéfique. » Cette explication calme habituellement les malades. On lui communique la suggestion. On se dispense momentanément de rechercher des signes corporels de l'hypnose. Le plus souvent, après de fréquentes répétitions de cette prétendue hypnose, on verra également émerger certains des phénomènes somatiques qui caractérisent l'hypnose. Dans beaucoup de cas de ce genre, le doute subsistera toujours quant à savoir si l'état qu'on a provoqué mérite le nom d'hypnose. On aurait tort, cependant, de vouloir limiter la communication de la suggestion à ces autres cas où le patient devient somnambule ou bien tombe dans un degré profond d'hypnose. Dans les cas qui nous occupent, qui nous ont, à vrai dire, que l'apparence de l'hypnose, on peut obtenir les succès thérapeutiques les plus étonnants, auxquels il est impossible de parvenir par ailleurs par la suggestion et l'état de veille. Il faut donc, bien qu'il s'agisse ici d'une hypnose dont la visée, il est vrai, se borne à l'effet obtenu en elle par la suggestion. Mais si, après des essais réitérés de 3 à 6, on obtient ni un indice de succès, ni l'un des signes somatiques de l'hypnose, on abandonnera l'expérience. Bernheim et d'autres ont distingué plusieurs degrés d'hypnose.
dont la liste ne présente que peu d'intérêt pour le praticien. La seule chose qui importe vraiment est de savoir si le malade est devenu somnambule ou non. Autrement dit, si l'état de conscience créé durant l'hypnose se démarque si nettement de l'état habituel que le souvenir de ce qui s'est passé au cours de l'hypnose fait défaut au réveil. Dans ce cas, le médecin peut contester la réalité des douleurs existantes ou d'autres symptômes avec une grande détermination, dont il est en règle générale incapable quand il sait que le malade lui dira quelques minutes plus tard. Lorsque vous avez dit que mes douleurs avaient disparu, elles étaient là quand même et qu'elles le sont encore maintenant. Les efforts de l'hypnotiseur tendent à s'épargner de telles oppositions qui sont de nature à ébranler son autorité. C'est pourquoi il serait de la plus haute importance pour la thérapie de disposer d'un procédé permettant de plonger tout un chacun en somnambulisme. Malheureusement, il n'existe pas. Le principal défaut de la thérapie hypnotique est qu'elle n'est pas dosable. Le degré d'hypnose qu'on peut atteindre ne dépend pas du procédé du médecin, mais de la réaction aléatoire du patient. Il est également très difficile d'approfondir l'hypnose dans laquelle tombe un malade, mais en règle générale, on y parvient en répétant fréquemment les séances. Si l'on n'est pas satisfait de l'hypnose obtenue, on cherchera, lors de la répétition des séances, d'autres méthodes qui agissent souvent plus énergiquement ou qui continuent d'agir lorsque l'influence du procédé initialement utilisé s'est estompée. Voici quelques-uns de ces procédés. Effleurer les deux mains durant 5 à 10 minutes, le visage et le corps du patient, ce qui a un effet étonnamment apaisant et assoupissant. Faire des suggestions pendant le passage d'un faible courant galvanique qui suscite une nette sensation gustative, la note placée en large bandeau sur le front, la cathode embrassée autour du poignet, l'impression d'être enchaîné et la sensation galvanique contribuant éminemment à l'hypnose. On peut inventer à volonté des procédés similaires, à la seule condition de ne pas perdre de vue l'objectif. Éveiller l'image de l'endormissement par association des pensées et fixer l'attention grâce à une sensation uniforme. La véritable valeur curative de l'hypnose réside dans la suggestion faite à cette occasion. Cette suggestion consiste à nier énergiquement les souffrances dont s'est plaint le malade, ou à l'assurer qu'il pourrait faire telle chose, ou à lui en ordonner l'exécution. L'effet est bien plus puissant que celui de la simple assurance ou négation quand on associe la guérison attendue à une manipulation ou à une intervention pendant l'hypnose. Par exemple, vous ne ressentez plus de douleur à cet endroit. J'appuie dessus et la douleur est partie. L'effleurement et la pression exercée sur la partie malade du corps sont un excellent soutien pour la suggestion verbale. On ne négligera pas non plus d'éclairer l'hypnotisé sur la nature de ses mots, ni de motiver devant lui leur disparition, etc. Car le plus souvent, on n'est pas en présence d'un automate psychique, mais d'un être doué de sens et de jugement sur lequel on est à présent simplement en mesure de faire davantage impression que lorsqu'il est à l'état de veille. En cas d'hypnose imparfaite, on évitera de laisser parler le patient. Cette extériorisation motrice dissipe la sensation de torpeur que lui procure l'hypnose et le réveil. Quant aux personnes somnambules, on les laissera, sans inquiétude, parler, marcher, travailler, et l'on obtient la plus profonde influence psychique lorsqu'on les interroge pendant l'hypnose sur leurs symptômes et leur origine. Par la suggestion, on exige soit un effet immédiat, en particulier dans le cas du traitement de paralysie, de contracture, etc., soit un effet post-hypnotique, c'est-à-dire une action dont l'échéance est fixée à une heure précise après le réveil. Dans tous les cas de souffrance de masse, on a grand avantage à insérer une telle période d'attente, même une nuit entière, entre la suggestion et sa réalisation. L'observation des malades montre que les impressions psychiques nécessitent plus généralement un certain temps, un temps d'incubation,
avant de provoquer une modification corporelle, CF, névrose traumatique. Chaque suggestion particulière devra être donnée avec la plus grande assurance, car le moindre signe d'hésitation est relevé par l'hypnotisé et exploité défavorablement. On ne tolérera absolument aucune opposition et on fera appel, si l'on s'y sent autorisé, au pouvoir que l'on détient de produire la catalepsie, les contractures, l'anesthésie, etc. La durée d'une hypnose sera déterminée en fonction des exigences pratiques. Un séjour prolongé en hypnose, même de plusieurs heures, n'est certainement pas nuisible au succès. Le réveil est provoqué par une phrase du genre « ça va pour aujourd'hui ». Lors des premières séances, on n'omettra pas de donner au patient l'assurance qu'il se réveillera sans maux de tête, frais et dispo. On peut malgré tout observer que même après une hypnose légère, de nombreuses personnes se réveillent fatiguées et la tête lourde lorsque sa durée a été trop courte. Elles n'ont, pour ainsi dire, pas assez dormi. La profondeur de l'hypnose n'est pas toujours en rapport direct avec son succès. On peut provoquer des modifications considérables au cours des plus légères hypnoses et ne pas y parvenir dans l'état du somnambulisme lorsque le succès escompté n'intervient pas. Après quelques hypnoses, apparaît une autre des difficultés inhérentes à cette méthode de traitement. Alors que pas un malade ne tentera de s'impatienter lorsque 20 séances électriques ou un nombre identique de bouteilles d'eau minérale ne lui ont toujours pas apporté la guérison. Dans le cas du traitement hypnotique, médecins et patients se lassent beaucoup plus vite en raison du contraste entre le rose délibérément entretenu des suggestions et le gris de la réalité. Là encore, les malades intelligents peuvent faciliter la tâche du médecin aussitôt qu'ils ont compris que celui-ci joue pour ainsi dire un rôle lorsqu'ils communiquent la suggestion et qu'ils peuvent s'attendre à en tirer d'autant plus le profit qu'il aura mis plus d'énergie à contester le mal, La monotonie est à éviter soigneusement lors de tout traitement hypnotique prolongé. Le médecin doit sans cesse inventer de nouvelles amorces pour sa suggestion, de nouvelles preuves de son pouvoir, de nouvelles variantes dans la procédure hypnotique. Pour lui, qui dans son fort intérieur doute peut-être du succès, cela représente aussi un effort considérable et finalement épuisant. Il ne fait pas de doute que le domaine de la thérapie hypnotique s'étend bien au-delà de celui des autres méthodes de traitement des maladies nerveuses. De même, le reproche selon lequel l'hypnose ne serait capable d'agir que sur les symptômes, et encore pour une courte durée seulement, est injustifié. Et quand la thérapie hypnotique ne vise que les symptômes et non les processus morbides, elle suit exactement le même chemin que celui qui s'impose à toutes les autres thérapies. Lorsque l'hypnose a été couronnée de succès, la stabilité de la guérison dépend des mêmes facteurs que celle de toute guérison obtenue autrement. S'il s'agissait de séquelles d'un processus achevé, la guérison sera durable. Si les causes qui ont engendré les symptômes de la maladie continuent d'agir avec une force intacte, la récidive est probable. En aucun cas, l'utilisation de l'hypnose n'exclut celle d'une autre thérapie, diététique, mécanique ou autre, dans toute une série de cas, à savoir ceux où les manifestations morbides sont d'origine purement psychique. L'hypnose répond à toutes les exigences que l'on peut poser à une thérapie causale, et le fait d'interroger et d'apaiser le malade sous hypnose profonde est alors le plus souvent accompagné de plus éclatants succès. Tout ce qui a été dit et écrit sur les grands dangers de l'hypnose relève du domaine de la fable. Si l'on accepte l'utilisation abusive de l'hypnose à des fins condamnables, possibilité qui vaut pour tout autre remède efficace,
Il reste tout au plus à prendre garde à la tendance de personnes gravement névrosées à tomber spontanément en hypnose après des séances répétées. Le médecin détient le pouvoir d'interdire ces hypnoses spontanées qui ne devraient cependant apparaître que chez des individus très réceptifs. On peut aussi protéger de façon relativement satisfaisante les personnes dont la réceptivité va jusqu'à permettre de les hypnotiser contre leur gré, en leur suggérant que seul leur médecin sera en mesure de les hypnotiser.